a donc une question assez intéressante qui s'appelle « Comment danser devant la Kala ?» Comment danser devant la Kala? Apparemment, ça va être une question totalement saugrenue, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va être l'objet d'un débat entre les deux plus grandes écoles de l'étude de la Torah, Beth Shammai et Beth Hillel. Les plus grands maîtres de la Mishnah, Beth Shammai et Beth Hillel, vont se battre sur un dossier qui a l'air totalement saugrenu. Alors, ce que je vous propose, c'est de fonctionner de la façon suivante. Première des choses, on va lire le texte du Talmud, tel qu'il nous est présenté, pour comprendre un petit peu quels sont les enjeux de ce texte. Et ensuite, on va essayer de décortiquer tout ce qui se trame ici. Donc, on fait une première lecture rapide, et ensuite, on va décortiquer chacun des moments du Talmud. Donc, c'est un véritable exercice talmudique qu'on met en place là maintenant. Je commence. Donc, Ketzad meragdin lifnei hakala. Je demande la Gemara, comment on danse devant la Kala, devant la mariée? Réponse, deux réponses. Beth Shammai répond, Kala kemot shei, la Kala telle qu'elle. Comment tu danses devant la Kala? Eh bien, la Kala telle qu'elle. Bizarre comme réponse. Ou Beth Hillel omrim, et Beth Hillel disent, Kala na'a vachasuda. La Kala, elle est belle et gracieuse. Donc, je répète, on a une question talmudique. Comment danser devant la Kala? Réponse du Talmud, deux réponses. Soit la Kala telle qu'elle est. Ou bien deuxième réponse, la Kala, elle est belle et gracieuse. Beth Hillel. Diverses opinions. Maintenant, ça c'est les thèses. Et après, on va voir comment chacun va essayer de démontrer, de défendre son beefsteak, essayer de démontrer sa thèse. Amroul, en Beth Shammai et Beth Hillel, Beth Shammai, il vient de dire à Beth Hillel, Aresh Aïta, Chigeret Osuma. Donc, Beth Hillel lui dit, voilà, n'importe quelle fille qui se marie, tu lui dis, elle est belle et gracieuse. À ce moment-là, Beth Shammai demande à Beth Hillel, je ne comprends pas, imagine, la Kala, elle est aveugle. Imagine, la Kala, elle est estropiée. Est-ce que tu vas dire que c'est une Kala qui est Na'a, qui est belle et gracieuse? Ça n'a aucun sens. Et justifie cette position Beth Shammai en disant Ve'a Torah amra midavar sheker tichak. La Torah nous a enseigné que midavar sheker tichak. Tu devras t'éloigner de quelque chose de mensonger. Midavar sheker tichak. Ça, c'est donc la première, comment dire, réaction de Beth Shammai. Donc, toi, Beth Hillel, tu dis de façon catégorique, on peut dire ça sur n'importe quelle fille, il dit j'ai un problème. Tu vas quand même pas me dire que toutes les filles répondent à ce critère. Kalana vachasuda, toutes ne sont pas forcément belles et gracieuses. Et en l'occurrence, si tu tombes sur entre guillemets, une aveugle ou bien une personne estropiée, tu vas pas dire qu'elle est belle et gracieuse. Ça n'a aucun sens. Et la Torah nous interdit de dire n'importe quoi. Ouais, c'est pas free, c'est pas libre. À ce moment-là, Amroulaen, Beth Hillel et Beth Shammai, Beth Hillel ne se démontent pas. Et ils répondent de la façon suivante. Les divrechem, d'après vous, Michelakar Mekara Minashuk. Imagine que tu es allé au marché et tu es venu acheter, comment dire, un truc. Ouais, tu reviens du marché, tu reviens, pas forcément du marché, ou bien tu as acheté un ustensile, ou bien tu as acheté une maison, j'en sais rien. Et puis, je vous pose la question. Tu viens de t'acheter une maison. Tu es super endetté. Tu es parti pour 25 ans. Tu invites tous tes copains, toutes tes copines pour la crémaillère. Et ils arrivent, il faut pénétrer dans la maison. Et toi, tu vois la maison, tu dis, mais c'est n'importe quoi. Mais il y a de l'humidité partout. Mais l'agencement, c'est horrible. Ouais, c'est quoi? C'est une WC dans la mezzanine. Pour aller au WC, tu es obligé d'aller dans la mezzanine. C'est n'importe quoi. Tu vois la couleur, mais quel art! Mais c'est qui le fada fou qui a décoré une telle maison? Donc, tu vois ça, et la personne te reçoit et dit, fait le tour du propriétaire, comment dire, les salles l'une après l'autre. Il peut dire, alors, elle est bien ma maison? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Je vous écoute. Ben. Oui, elle est très bien. Elle est très bien. Ouais. Pour lui, elle est très bien. Ouais, mais tu mens là. Non, mais pour lui, il y a une réalité pour une personne et une réalité dans l'absolu. Mais s'il me demande qu'est-ce que j'en pense, donc ce que j'en pense, c'est qu'il s'est fait, mais alors, comment dire, rouler, mais il n'y a pas idée à quel point il s'est fait rouler. Donc la question que je pose,
c'est que, étant donné que la Torah te dit Midavar Shekatirchak, tu dois t'éloigner de toute forme de mensonge. C'est quoi de toute forme de mensonge? Ça veut dire, la Torah ne dit pas ne mens pas. La Torah te dit, tu t'éloignes de tout ce qui a trait au mensonge. C'est-à-dire qu'a priori, la Torah nous dit Beth Shammai, elle englobe beaucoup plus que le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? C'est sur blanc, tu dis noir. Mais là, tu pourrais dire, c'est pas que sur blanc, je dis noir, c'est que bon, c'est question de subjectivité, les goûts et les couleurs, je sais pas. Bon, on va un petit peu enjoliver. Ouais. Beth Shammai, il entend, mais non, la Torah t'a bloqué par toute forme d'enjolivement, pas de cette façon d'arrondir les angles, ça n'a aucun sens. Donc, ce qu'il faut bien essayer d'attraper ici, c'est notre réaction naturelle de se dire, on va lui dire, ouais, génial, elle est magnifique cette robe. Pas du tout. Mais je ne vais pas lui briser la baraque. Je lui dis, ok, elle est super, génial, magnifique. Des poupes, magnifiques. Ouais. Ce qu'il dit, il dit, mais je comprends pas, mais un bonhomme, il revient du chouk. Alors, enfin attention, il revient du chouk, ça veut dire il revient du marché. Pas qu'il revient du magasin, parce que s'il revient du magasin, fait remarquer le Chafetz Chaim, alors il pourra toujours revenir en disant, voilà, finalement, je change d'avis. Donc il y a encore une possibilité de retour. Là, tu pourrais lui dire, ouais, effectivement, ça ne va pas du tout. Mais dans un cas où c'est au chouk, c'est-à-dire le chouk tel qu'on l'entend, c'est-à-dire le grand marché, tu ne pourras jamais retrouver le vendeur, donc c'est foutu, il l'a acheté, comme la maison. Il n'y a pas à revenir en arrière. Alors là-dessus, nous dit le texte, enfin, nous dit Beth Hillel, a priori, tu es obligé de dire, ouais, génial, fantastique, tu as fait un super choix. Ouais. Et donc c'est là-dessus que se base Beth Hillel pour dire, donc, quel est le parallèle entre le chouk, excusez-moi l'expression, et le mariage? C'est que finalement, le mariage, on est engagé. Ouais. Pourquoi qu'il regrette peut-être? C'est pas le moment de regretter. Alors, maintenant c'est trop tard. Si tu t'es vu une bonne conseil, donc tu vois la fille, ouais, toi tu dis, non mais c'est n'importe quoi, enfin ça lui va pas du tout, c'est pas ça du tout, ouais. Et d'un coup, tu te rends compte, bon il est engagé maintenant, donc tu dis, mais génial, Kalana Varasuda, il dit, Beth Hillel, mais sur n'importe quelle fille, tu dis Kalana Varasuda, c'est génial, fantastique, t'as décroché la perle rare. Tu dois lui dire, ah tu penses pas ça, c'est pas grave. Donc, Beth Hillel dit, mais t'es obligé. T'es obligé de faire ça. Ça, c'est l'argument de Beth Hillel. Maintenant, la Gemara conclut en disant, Mikan Amur Chachamim, à partir de là, les Chachamim ont dit, Léolam te da'ato shel adam me'urevet imabriot. Toujours, un homme devra, comment dire, faire preuve d'un esprit bienveillant envers les gens. Ça veut dire, Me'urav, ça veut dire que tu dois être associé aux gens. Voilà ce que dit la Gemara. Donc, je répète les moments de la Gemara. On a une question de base, comment danser devant la Kala? Ouais, c'est la question de base. Auquel la Gemara amène deux réponses. Beth Shammai d'un côté, Beth Hillel de l'autre. Beth Shammai dit la Kala telle quelle. À votre avis, ça veut dire quoi la Kala telle quelle? Kemot Shei. Kala Kemot Shei, ça veut dire quoi? Any ideas? Comment? Mais qu'est-ce qu'on entend par Kemochia, comme elle est? C'est quoi comme elle est? C'est quoi une fille qui est comme elle est? Il faut forcément avoir quelque chose de bien et trouve juste cette chose-là pour dire. Il ne change rien. On ne change rien. Mais c'est quoi on ne change rien? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que. Voilà, vous avez une Kala devant les yeux, tu dois lui dire quelque chose, tu dis quoi? Comme t'es? Mais c'est la question, Kemochi, comme toi. Elle a une qualité, ouais, c'est ce qu'elle a dit, elle a une qualité, elle valorise sa qualité. Donc, je vais voir une égalité, mais comme elle est, c'est aussi ses défauts. Moi, je sais que c'est une grande grincheuse. C'est la grincheuse par excellence. Donc, j'arrive, telle quelle. Ouais, sympa, tu danses comme ça et tout, sympa. Ouais, super, t'es tombé sur une grincheuse. Ben, lui, il veut la vérité. Allons-y, allons-y. Parce que ses défauts comme ses qualités vont être propices dans son couple par rapport à leur caractère respectif. Magnifique. Mais t'imagines un petit peu l'ambiance, ouais. Toi t'arrives, tu danses, tu dis la grincheuse. L'autre il arrive, il dit la paresseuse. Et l'autre il dit, tu imagines les 7 nains quoi, la Kala 7 nains. Donc il faut comprendre ce que veut dire Kemochi. Kala, comme elle est, pas, ouais, ni plus ni moins, mais ni plus. Ça c'est Beth Shammai. Il faudra qu'on comprenne ça. Vous comprenez ça va. Donc notre Kala, elle est comme ça. Beth Hillel il dit pas du tout. Une Kala, par définition, c'est beau et gracieux, hein, c'est tout. Elle est belle et gracieuse. Et tout le monde, et d'ailleurs, on chante tous dans les mariages, on fait comme Beth Hillel. Kalana avachasuda, kalana, non-stop. Bon. Ça, c'est ce que pose Beth Shammai Beth Hillel. Première partie de la Gemara. Deuxième partie de la Gemara, les arguments. On va sortir, on va dégainer les grenades. Le premier qui dégaine, c'est Beth Shammai. Il dit, Beth Shammai, je comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes?
On ne peut pas dire sur n'importe quelle fille qu'elle a un avarachia, ça n'existe pas. Or, la Torah nous enjoint d'être dans une recherche de vérité, pas qu'une recherche de vérité. Il faut s'éloigner du mensonge. Or, là, quand tu commences à arrondir les angles, oh là là, comme elle est gracieuse, ouais, arrête, dis pas de bêtises, tu mens. Réponse de Beth Hillel, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous remarquez dans la réponse de Beth Hillel? Il élargit le débat. C'est-à-dire? Bah, il aurait pu dire il y a un Inel de Shalom, il vient de se marier pour pas qu'il regrette sa décision et pour qu'il soit heureux. Donc il ne répond pas à la question. Il lui a dit mais je comprends pas, tu mens. Beth Hillel lui dit tu mens et très bonne remarque de Ben. Il ne dit pas non je mens pas. Il ne dit pas non le Shalom est plus important que la vérité. Il répond et toi comment tu t'en sors? Ça veut dire c'est un argumentaire dans lequel je t'attaque avec un argument, au lieu de me répondre, tu me dis mais toi t'es pas mieux que ça. Ouais, vous comprenez la différence? Ouais. Il aurait pu répondre comme tu dis, mais il répond pas comme il dit. Mais toi, Beth Shammai, ouais. Toi aussi t'as un problème. Ça veut dire moi j'ai un problème, mais toi aussi t'as un problème. Pourquoi? Quel est ton problème? Quel est ton problème toi, Beth Shammai? C'est réfléchir un petit peu. Le bonhomme il est engagé. Tu vas pas commencer à le faire regretter le bonhomme. Le bonhomme il a choisi et puis c'est tout. Donc, c'est là en fait qu'intervient l'argumentaire intéressant, sous-entendu, comment toi tu t'arranges avec cette réalité du choix. Tu vois bien que dans la vie, on pratique lorsque quelqu'un fait un achat qui est définitif, on lui dit oui. Donc Beth Hillel est en train de pousser Beth Shammai dans ses derniers retranchements en disant mais là tu vois bien qu'il y a un problème par rapport à ça. Ça c'est donc la deuxième partie de la Gemara. Et la conclusion de la Gemara c'est que Léolam, toujours, un individu devra prendre Meourav, c'est-à-dire Meourav, ça veut dire garant. Il y a trois choses. Garant, la garantie, enfin, être garant de l'autre, être responsable de l'autre, c'est une responsabilité donc, et être, comment dire, associé à l'autre. Il faut prendre en compte le facteur humain, ça c'est la conclusion de la Gemara, qui semble prendre position par rapport à Beth Hillel. Est-ce qu'on est clair jusque-là? Maintenant, je vous laisse réfléchir 2 minutes, vrai exercice de Talmud. Avec cette ossature dont on a parlé, il y avait une question de la Gemara, il y avait 2 réponses, il y avait 2 questions par rapport aux 2 réponses, et une conclusion. Qu'est-ce qui va pas? Quelles sont les remarques qu'on peut faire? Moi déjà, je comprends pas le lien entre ta question. Super. Super. Sarah, c'est génial. Elle dit une question géniale. Elle dit, mais je comprends pas. La question, c'était quoi? Comment danser devant la Kala? Je m'attendais à une petite leçon de Zumba de la part de Beth Shammai. Ou un passo doble de la part de Beth Hillel. Nous apprendre des pas de chorégraphie. La question, c'est comment tu danses? Et réponse, Beth Shammai dit, tu dis ça, la Kala comme ça. Et Beth Hillel dit non, la Kala est belle et gracieuse, mais on n'était pas dans le... Qu'est-ce qu'on doit dire? Quels sont les compliments qu'on doit faire? La question est, comment tu danses? Donc, premier nœud, la réponse de la Gemara ne correspond pas à la question. Primo, extra ça va. Ensuite. Je contrôle en même temps le direct. Et même la conclusion, elle n'est pas très claire non plus. C'est-à-dire? Bah, l'homme doit toujours faire preuve d'un esprit bienveillant envers les gens. Ouais, c'est-à-dire? Bah, c'est pas très non. Ça répond pas non plus tellement à la question. C'est-à-dire que... Même par rapport au débat entre Ouais. Hillel et Shammai, Ouais. bah, ça répond pas non plus vraiment. Ça répond pas. Ça veut Ça dire, donne pas il y a une de- conclusion. Mais cette conclusion, elle opte pour qui? À ton avis? Pour Hillel. Pour Hillel. Bon, c'est Beth Hillel qui l'emporte. C'est-à-dire que on doit prendre en compte le facteur humain. Mais on n'a pas répondu effectivement de façon fondamentale aux questions. On va essayer de voir dans quelle mesure, oui, il y a une réponse. Mais apparemment, ça a l'air de finir en queue de poisson. Très juste. Odélia. Ah, Ruben avant. Ouais, Ruben. Alors, peut-être que je me trompe, mais ce sont de grands rachamim. Géant. Géant. Euh, Les plus grands. Voilà, et ils comparent une femme à des objets. Oh, excellente question. C'est extrêmement bizarre. C'est très bizarre. Pas les deux. Beth Hillel dit, je comprends pas, mais regarde l'attitude lorsque quelque chose est définitif, c'est-à-dire, attention, c'est pas qu'il compare la femme à un objet, il compare mon attitude par rapport à l'hésitation de l'autre. L'exemple n'est pas... L'exemple, il n'est pas très, effectivement, il n'est pas très heureux, mais d'une certaine façon, la Gemara voulait, enfin, en tout cas, Beth Hillel voulait amener Beth Shammai dans un registre dans lequel tout le monde est d'accord.
C'est-à-dire qu'il existe un registre, peut-être qu'on ne peut pas le transposer, mais il existe un registre dans lequel c'est vrai qu'a priori, la même Torah, qui te dit éloigne-toi de toute forme de mensonge, la même Torah te dirait ici oui de mentir. C'est ça qu'il essaie d'attraper. Sois d'accord que dans ce socle ça marche. Peut-être que tu ne voudras pas toi l'appliquer dans la Kala. Il faut voir pourquoi. Mais tu es bien d'accord là-dessus, c'est une sorte de lapalissade. Ouais, c'est une lapalissade, c'est-à-dire que. On va voir un petit peu comment ça évolue. Ensuite, autre question. Juste que la notion du mensonge, il n'y a pas de réponse très claire. Alors on peut, en se basant sur ce qu'il a dit Ben, dire que dans sa réalité à lui, ça reste vrai, qu'elle est belle et gracieuse, donc c'est pas un mensonge. Mais c'est pas très clair dans le texte. Eh bien, mais Beth Shammai, il n'est pas d'accord avec ça. Une aveugle. Il n'est pas d'accord sur la réalité de manière objective, mais il n'a pas dit que... Mais s'il attaque Beth Shammai, c'est qu'il dit il y a un problème. C'est-à-dire que là, en disant Kalana Vachasuda pour n'importe quelle fille, tu es en train d'une façon de... Alors ça pourra marcher dans plein de cas, mais tu ne peux pas énoncer un principe. Cette formule magique Kalana Vachasuda qu'on chante et qui est un des passages obligés dans tous les orchestres, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc ça va être le point d'achoppement entre les deux. En plus, Naha et Hasuda, c'est pas non plus Yafa ou je sais pas, c'est des termes subjectifs quand même. Hasuda, c'est raciste, c'est machin, c'est généreux, c'est. Alors, vas-y, poursuis. C'est des termes objectifs, c'est pas des termes objectifs. C'est pas elle est plastiquement belle ou elle est. Donc ça veut dire quoi? Tu es en train d'attendrir un petit peu Hillel, c'est-à-dire que comme c'est subjectif, on peut se permettre, c'est pas du mensonge. Ouais. Ok, on verra. Mais après, Naha Vachasuda, c'est belle et gracieuse. Belle et des critères de beauté. Bah, non, mais Nae, ça veut dire agréable, ça veut dire beau. Non, Nae, c'est la beauté. Noi, c'est le beau. Et Hasuda, raciste. Naha Vachasuda, gracieuse, la grâce. Chesed. C'est pas reine. C'est synonyme. Tu as raison, on pourrait rentrer bien dans la définition. Ruben. Je suis juste étonné de l'argument final que nous dit l'homme doit toujours faire preuve d'un esprit bienveillant et envers les gens. Ouais. Pourquoi l'aurait-il pas dit plutôt qu'on peut mentir pour faire le bien Parce que c'est un mariage, c'est ce qu'il y a de plus sain. Ok. Alors, tu demandes pourquoi ça n'a pas été énoncé de façon plus schématique, de façon plus comme un théorème. Très juste. On verra exactement ce que la Gemara touche. Très juste. Très belle remarque. Moi, j'ai une question qui n'a pas été posée, qui m'embête. Vous connaissez un mouvement qui s'appelle le MLF? Ouais. Mouvement de libération de la femme. Ouais. Vous connaissez un mouvement qui s'appelle le MLH? Ouais, c'est les hommes qui en ont marre d'être dominés. Ouais, les femmes en ont marre d'être dominées. Maintenant, il y a des hommes qui en ont marre d'être dominés. Alors, j'ai envie de poser cette question, me faire l'écho du MLH et dire mais pourquoi s'intéresse qu'à la Kala? Pourquoi la question ne pose pas la question? La Gemara ne pose pas la question. Ketat Meragdim Lifne Khatan Vekala. Où est parti le mari? Pourquoi le souci de la Gemara n'est que comment danser devant la Kala et non pas le Khatan? C'est le mari qui donne la Ktuba, c'est le mari qui donne le guet, c'est le mari. Enfin, il y a des deux qui prennent. D'accord, la décision. mais les gens qui viennent, ouais, pour qui on a payé 100 € par part, ouais. Ces personnes-là, ils sont venus pour parler ou pour danser? Quand ils dansent devant qui? Devant la Kala ou devant le Khatan? Devant les deux. Ah ouais, c'est séparé, hein. Mais il y a un moment où la Kala, elle vient. Il y a des mixtes, hein, les gars. Michael a toutes les réclamations dans la boîte là-bas. Non, je dis qu'il y a un moment où la Kala, elle rentre. Elle rentre chez les hommes, ouais, et donc elle est assise avec son mari, donc on danse. Maintenant, on danse devant les deux. Pourquoi il n'y a pas un souci de la Gemara de savoir comment on danse devant le Khatan? Il lui compte pour du beurre ou quoi? J'ai pas envie de me faire. Comment? Il danse lui aussi. C'est pas très sniout que la nana danse devant les hommes, c'est plutôt les hommes qui vont danser devant. Mais je te parle, pourquoi on ne pose pas la question comment un homme va danser devant un homme? Devant le mari? C'est les figurants, ouais, qui ont fini les sushis. Ouais. Eh ben, ces figurants-là qui viennent pour danser. Pourquoi on ne se soucie pas qu'est-ce qu'ils doivent faire devant le Khatan? Pourquoi il n'y a pas un souci par rapport au Khatan et il n'y a que la Kala? Parce que c'est pas un cours C'est de la danse. question. Comment? C'est pas un cours de danse. Il danse devant le Khatan et il parle à la Kala. Ah, alors toi tu veux répondre, il fait deux en un. Il y avait deux questions. Pourquoi on pose une question, la question de Sarah? Pourquoi la question est, comment danser en se retrouvant avec une parole? Et deuxième question, pourquoi on ne s'intéresse pas au Khatan? On va résoudre tout d'un coup, c'est-à-dire, comme la Gemara elle demande, comment danser devant la Kala et parler? Alors quoi, c'est pas On parle à la Kala. On parle à la Kala et on danse devant le Khatan. Non mais Ketat Meragdim Lifne Mechila. Comment on danse devant la Kala?
devant la Kala. Et Et puis devant le pas, Khatan. et pas avec elle. On danse pas avec elle. C'est sûr que non, mais devant elle. Elle Et est elle assise. se marie, on danse avec lui, et pas devant lui peut-être. Avec lui. Ah, tu veux dire, ok, j'entends. Cette question est posée par le Ben Ishraï, maître de Bagdad. Alors, jusque-là, on est rentré dans l'univers des questions. Je crois qu'on a pratiquement tout vu. Je propose maintenant de relire la Gemara avec ce document que je vous ai donné ici, pour analyser point par point ce qui est marqué dans chaque moment. Vous avez donc grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, il y a 4 moments. Le grand 1, c'est l'approche de Shammai. Le grand 2, c'est l'approche de Hillel. Le grand 3, c'est l'attaque contre l'école de Hillel. Et le grand 4, c'est l'attaque, la contre-attaque de l'école de Hillel. Et enfin, la conclusion de nos sages. Ça va être un petit peu donc tous les moments. Et faites bien attention, regardez. Pour l'instant, on a une image de ce que pense Beth Shammai et Beth Hillel. Vous allez voir petit à petit comment, par le biais de l'étude, cette image va s'affiner. C'est ça qu'on fait dans l'étude du Talmud. On a un a priori des deux thèses, et on va voir que finalement, la divergence d'opinion se joue dans un mouchoir de poche. C'est ça qu'on va voir là maintenant. Je répète. Pour l'instant, a priori, Beth Shammai nous dit la Kala Kemochi. C'est-à-dire que la Kala Kemochi, la Kala telle qu'elle. Qu'est-ce qu'on entend par telle qu'elle? On a posé la question, ça veut dire quoi? Si elle est paresseuse, tu vas dire, waouh, super, tu as pris une paresseuse. Par opposition à Beth Hillel qui serait totalement extrémiste en disant, même si elle est moche, tu dis elle est belle et gracieuse. Donc on a d'un côté Beth Shammai qui va même dévoiler les problèmes, et tu as de l'autre Beth Hillel qui lui va dire des choses qui n'existent pas. Ça a l'air totalement, les deux dans deux positions totalement opposées. Alors petit à petit que les deux vont se rapprocher avec l'étude. Premier point. Que veut dire Kala Kemochi, la Kala telle qu'elle? Nous disent les commentateurs, ce que j'ai marqué ici dans le petit A, la recherche des pôles d'excellence. Tu vas, comme ça a été proposé ici, repérer chez la femme que ton copain va se marier, tu vas repérer, comment dire, le nombre de qualités, pas le nombre en tout cas, des qualités, tu vas dire voilà, t'as de la chance, t'es tombé sur une fille super sérieuse. T'as de la chance, t'es tombé sur une fille qui vient d'une famille de folie. T'as de la chance, t'es tombé sur une fille qui a des traits de caractère incroyables. Tu vas mettre en exergue et le dire. Maintenant, on a posé la question pourquoi on s'intéresse à une danse et on se retrouve avec une parole sous-entendue. Nous dansons devant la Kala del Khatan, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, les pieds doivent exprimer quelque chose. C'est quoi une danse? C'est agiter les pieds, agiter son corps. Ce mouvement, cette expression de joie que tu incorpores, c'est une expression qui est censée dire des choses au Khatan Kala. C'est pas simplement se trémousser. C'est être capable de transmettre un message. Quel message? Un message que je désigne non pas à la Kala mais au Khatan. Je dis pas à la Kala t'es super. Je dis au Khatan t'as pris une fille super. C'est-à-dire que tout se passe comme si c'est un message qui est adressé que vers le Khatan et non pas l'inverse. On ne vient pas dire à la Kala t'as pris un Khatan fantastique. Ça veut dire quoi à votre avis? Pas le choix. Non, mais c'est pas normal. Ils sont tous pourris. Non. Non, peut-être que lui, il a plus besoin d'être rassuré. Oh, ça veut dire que lui, il a plus besoin d'être rassuré. Même si le Khatan et la Kala rentrent sous la roupa, comme tous les Khatanim et les Kalotes, avec un point d'interrogation. Et rappelez-vous ce que je vous dis. J'espère que j'ai pris le bon, j'espère que j'ai pris la bonne, et tout le monde se pose la question en rentrant dans la roupa, mais une femme se la pose un peu moins que l'homme. Une femme est beaucoup plus sha'anana, elle a beaucoup plus de confiance en Hachem. Elle rentre avec quelque chose de beaucoup plus massif dans le mariage. Elle a une propension à donner de façon beaucoup plus puissante. L'homme a qu'un côté beaucoup plus calculateur, il a besoin d'être assuré dans son choix. Et donc, on vient par une expression corporelle de liesse, dire des choses au Khatan, t'as décroché la timbale. Et c'est quoi la timbale? Alors, elle est par exemple une famille super, elle est super drôle, il y a quelque chose chez elle. Maintenant, je ne dirai jamais quelque chose qu'elle n'a pas. Je ne mets en exergue que ça, parce que la Torah te demande de ne pas tricher. C'est-à-dire, pas de pieux mensonges, dire qu'elle a une qualité qu'elle n'a pas, et lorsque je parle d'une qualité, je ne vais pas l'exagérer. L'impératif de vérité t'impose à dire voilà deux choses, ce qu'elle a, et ce qu'elle est dans la bonne quantité. Ça veut dire, elle est très gentille, ou bien elle est gentille, ou bien elle est très très gentille. Tu vas doser de la façon la plus vraie. Tu dis ça au Khatan. Il y a deux impacts par rapport à ça. Pourquoi? Parce que si j'exagère le trait, ou j'invente une qualité, le Khatan n'est pas dupe, il a connu sa fiancée,
Et donc, d'une certaine façon, tu vas lui renvoyer une image du fait de ce qu'elle n'a pas. Si c'est une fille, par exemple, qui n'est pas du tout ponctuelle, je dis, waouh, quelle ponctualité, tu es en train de lui rappeler que finalement, c'est une fille qui n'est pas du tout ponctuelle. Et ça t'énerve. Donc, premier point, il y a un danger à dire, à parler au superlatif, primo. Deuxième chose, évoquer une pseudo-qualité qu'il traduit en défaut, c'est d'une certaine façon de ne pas prendre en compte la subjectivité de son choix. Tu viens d'une certaine façon imposer ton prisme personnel, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement délicat par rapport à l'évolution, enfin par rapport à son état actuel. Donc, la première des lectures, compréhension de Kala Kemochei du Beth Shammai, on va donner 3 sens à Kala Kemochei. Première chose, ça veut dire que tu attrapes ces pôles d'excellence. Et tu les dis et tu n'en dis pas plus. Maintenant, deuxième possibilité de comprendre Kala Kemochei, nous disent les commentateurs, c'est ce qu'on appelle la pilule anti-fantasme. C'est-à-dire, Rabbi de Lubavitch fait la remarque suivante. Il dit que Yaakov, il drimait sur Rachel et il se retrouve avec Léa. Et ce n'est qu'après une semaine qu'il pourra avoir Rachel, il aura les deux. Il dit que le fait que Yaakov se marie avec 2 femmes, une celle qui était l'objet de son rêve, et l'autre qui va être sa réalité dans le pragmatisme, ben il dit c'est finalement ça la dynamique d'un couple. C'est-à-dire qu'il existe une dimension fantasmée de la personne qui est en face de moi et une dimension réelle. Il faut être capable dans la vie, même si tu rêves de Rachel, de comprendre que tu vas construire vraiment avec Léa. C'est ce qui s'est passé historiquement avec Yaakov. Nous, on le fait avec ça, c'est-à-dire, si tu tables juste par rapport au pôle d'excellence de la personne qui est en face de toi, d'une certaine façon, l'individu saura exactement sur quel point on pourra compter, sur quel point on devra travailler. Cette prise de conscience de la qualité et du défaut de l'autre est essentielle. Quand on se marie évidemment avec les qualités, mais je dis toujours, il faut être capable de choisir les défauts. Et de dire, voilà, ces défauts-là, j'ai envie de bosser avec. C'est quoi bosser avec? C'est pas que je vais les déraciner, c'est extrêmement dur d'enlever un défaut, sachez-le. Le défaut de l'autre, il faut bien comprendre, c'est pour moi un tremplin pour grandir. Je vous donne 2 exemples clichés pour que vous attrapiez bien la chose. Il est hyper égoïste. Ah, j'en peux plus à quel point il est égoïste. Toujours à tirer la couverture de son côté, c'est effroyable pour moi. Si c'est effroyable, alors ok, tu t'en vas. Maintenant, si ça t'énerve, tu fonctionnes pas comme ça. Toi, femme, tu es beaucoup plus enclin à donner, beaucoup plus enclin à t'ouvrir. Et lui, il est toujours comme ça, dans cette fermeture insupportable. Ce défaut, qui est un défaut objectif d'être égoïste, tu vas le transformer en qualité pour toi. C'est-à-dire, tu vas prendre conscience que certes, ce défaut qui ramène tout à lui, mais d'une certaine façon, ça va me permettre, moi, dans mon côté expansionniste, de recentrer toutes mes énergies vers mon couple, vers mes enfants. Et donc, son attitude va être pour moi une sorte d'élément qui va me cadrer. Je vais essayer de le faire évoluer, mais je ne me pense pas que j'aurai forcément, c'est tellement facile. Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre que le défaut de l'autre est un miroir qui va me permettre, moi, de pouvoir grandir. Inversement, le mari peut se plaindre de son épouse, oh là, j'en peux plus. Ça tchatche sans arrêt. Je reviens du boulot, j'ai besoin d'un sas de décompression. Et elle arrive, mais elle me bombarde. Ah, comment ça va? Et comment c'était? Et comment si? Mais j'en peux plus. Mais pourquoi elle a besoin sans arrêt de parler comme ça? Tu peux prendre une pause et tu te dis la chose suivante. Ouais, super. Cette faculté d'exprimer, ça veut dire qu'elle a besoin de communiquer quelque chose, elle a besoin d'être proche de ses sentiments. Et cette faculté d'être proche de ses sentiments va me permettre à moi aussi de sortir de ma tour d'ivoire. Et donc d'engager dans la vie un peu plus de communication. Son défaut qui me casse les pieds est pour moi une faculté de grandir. Donc, Beth Shammai vient et te dit, la Kala Kemochei, pas de fantasme, pas de décalage, exactement comme elle est, exactement comme elle est. C'est comme ça que tu pourras avancer et construire quelque chose de vrai et de pur. Mais les défauts ont quand même leurs limites. Il y a certains défauts pour lesquels on ne peut juste pas. Et ce cas-là, il faut dire, voilà, c'est que je peux vivre avec. Exactement. Ça veut dire que la première des choses que je vois, est-ce que c'est acceptable mais énervant ou inacceptable? Et ça, j'ai le droit de choisir. Ouais. Si j'ai une sensibilité exacerbée par rapport à l'art, et pour moi c'est important de partager ma sensibilité artistique, ouais, alors je peux entendre quand elle dit, voilà, elle n'a aucune sensibilité artistique, ou il n'a aucune, j'arriverai pas. Il y a un fossé culturel trop puissant, et on a le droit de dire ça.
Mais il y a bien des défauts sur lesquels on va tomber. On ne trouvera pas, comment dire, l'ange. Personne, il n'y a pas d'ange aujourd'hui. Ouais, ça n'existe pas. Et donc, tu vas être obligé, entre guillemets, de composer avec les défauts de l'autre. C'est quoi composer? Pas caresser secrètement l'idée que je broierai tout le temps ce défaut, pas du tout. Comprendre que ça a très peu de chances de bouger. Ça peut s'adapter, mais pas plus que s'adapter. Ouais. L'égoïsme masculin, c'est extrêmement rare qu'il puisse se métamorphoser en empathie. Complexe. Ouais. Ce sont des traits de caractère. Ravi Zalciner disait que c'est plus simple de finir le chasse que de corriger un défaut. Je pense que Rafet Sraïm, toute sa vie, il avait corrigé que 2 midotes Intéressant. qui n'étaient pas des défauts qu'il a réussi à travailler. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il partait une vie entière avec son niveau. Mais c'est vrai qu'il partait de loin, quoi. Il partait de très haut déjà. Donc, il n'y avait pas beaucoup il ne restait pas beaucoup de chantier. Mais c'est vrai, j'entends très bien. Ça veut dire c'est pas évident. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais essayer d'attraper le défaut de l'autre comme étant un tremplin pour moi. Ça, c'est donc, si vous voulez, de façon élargie, ce que dit Beth Shammai. Donc, premier niveau, pôle d'excellence. Deuxième niveau, tel quel, le pragmatisme antifantasme. Troisième lecture de Beth Shammai, d'après les maîtres du Moyen-Âge, Kala Kemochi. C'est pas que, comme tu es, ça veut dire avec tel et tel défaut, avec telle et telle qualité. On ne parle pas des défauts. La personne qui sert de comparatif à la Torah, au peuple juif, et au Shabbat. Shabbat, on l'appelle Boïkala, on l'appelle la Kala, la fiancée. Le peuple juif est considéré comme la Kala du bon Dieu. Et troisième chose, la Torah est comparée à la Kala. Sous-entendu, une Kala est une sorte de type de noblesse. C'est ça qui veut dire, ben Shabbat, c'est en tant que tel, tu es comparé aux 3 piliers du judaïsme. La Torah, le Shabbat et le peuple juif. Sous-entendu, il y a en toi un potentiel de spiritualité colossal. Donc, une autre lecture de Beth Shammai, il aborde, si vous voulez, la hauteur spirituelle de l'individu, de la femme, c'est une Kala. Ouais. T'es une Kala, et donc le mari prend conscience qu'il a ici un potentiel incroyable, et Kala vient aussi, on l'avait dit dans Rav Hirsch, que Kala vient de la racine, les Chalot, c'est quoi les Chalot? Enfin, Chulu Hashamaim. Elles sont terminées. Kala, c'est une terminaison. Quel rapport avec la terminaison? Elle est prête. Ça veut dire on commence une vie tout à fait nouvelle. L'entrée sur la roupa, c'est un reset. Un véritable formatage. Et donc, c'est ça qui vient dire il y a quelque chose de totalement nouveau et une connexion, une transcendance inédite là maintenant. Kala Kemochi. Ça, c'est la thèse de Beth Shammai. Une fois qu'on a vu ça, donc on se rend compte que Beth Shammai n'évoque pas les défauts et essaie de travailler dans une dimension de pragmatisme. Ça veut dire cette recherche de vérité pousse à une lecture extrêmement constructive de la personne qui est en face de nous. Approche de Beth Hillel. Beth Hillel, il dit non, désolé. La femme, toutes les femmes du monde, c'est Kala Na'a Chasuda. Une Kala est forcément Na'a Chasuda. Elle est belle et, comment dire, gracieuse. Ça, c'est la position de Beth Hillel. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'on ne regarde que l'aspect extérieur. C'est quoi Kala Na'a, c'est belle et Chasuda, c'est gracieuse. C'est-à-dire que tu vas dire sur elle, en 2 mots, sois belle et tais-toi. Oui ou pas? Est-ce que c'est ça que ça veut dire chez Beth Hillel? Réponse des commentateurs, pas du tout. Il y a ici, au même titre que Beth Shammai, une prise de conscience des pôles d'excellence. Elle est extraordinaire, avec tel et tel point. Elle a une famille super, elle a une gentillesse incroyable. Je prends tous les points, un après l'autre, et ça. Maintenant, je rajoute à cela, de façon globale et systématique, elle a en plus, comment dire, et je vais exagérer sur 2 dimensions, Na'a Chasuda, belle et gracieuse. Mais de quelle beauté parle-t-on? De quelle beauté parle-t-on? Non pas une beauté qui se cantonne à l'esthétique, on parle d'une beauté belle dans ses actes, disent les commentateurs, et gracieuse, c'est-à-dire elle respire la gentillesse. Et ça, pardon? Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que je peux dire sur tous les êtres humains. Tu vas dire, c'est pas vrai. Il y a des filles qui ne sont pas forcément belles dans leurs actes et gracieuses. Et Beth Hillel dit non, pas du tout, je veux qu'on dise ça sur toutes les calottes. Toutes les calottes méritent que l'on dise ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelque part, elles ont toutes un aspect où on peut utiliser cet adjectif-là. Mais si tu vois qu'une fille elle est méchante, par exemple, ça peut exister. Ouais. Comment tu vas le dire? Réponse. Non, mais je suis belle. C'est enfoui chez tout individu
la faculté de donner, la faculté d'être gentil, de faire des bonnes choses. En lui disant qu'elle est comme ça, elle va y croire. Et donc elle va se hisser. Si elle l'est déjà, elle va encore plus se hisser. Il y a un mécanisme vertueux. Et si elle ne l'est pas, elle va le devenir. C'est-à-dire que Kalana Vachasuda n'est pas un état, mais un coaching. On la coach en lui disant tu as cette faculté parce que c'est ça qui va être ton énergie dans le couple. C'est un principe exceptionnel qui est marqué ici dans cette Gemara de ce qui s'appelle la stigmatisation positive. Ça marche de façon incroyable chez les enfants, dans tous les sens. C'est-à-dire, le rôle d'un père et d'une mère, c'est de déceler chez l'enfant des qualités embryonnaires. Les défauts, c'est extrêmement facile de déceler chez l'enfant. Parce qu'en général, ils sont le plus souvent, comment dire, très visibles. Ouais. Les paresseux. Ouais, David? Cette suggestion positive, elle peut être appliquée vraiment à n'importe quel type de personne. Oui. Oui. On a la relation de couple qui n'est qu'un générique de toutes les relations humaines. Mais c'est le générique le plus important. Et même un ami, on peut dire ça. Tout à fait. Ouais, c'est génial. Mais je veux voir comment ça fonctionne dans le couple. Et dans l'éducation, en l'occurrence. L'éducation. T'as un enfant, tu dois repérer sa qualité embryonnaire. Même embryonnaire. Et quand tu l'as repéré, tu vas en parler sans arrêt. Tu donnes de l'ampleur à la chose. Tu es comme ça, tu es comme ça. Plus je vais dire à l'enfant, tu es comme ça, plus il y croit. Plus il y croit, plus il agira en fonction de l'image que je lui donne, que j'ai de lui. Nous sommes les architectes de l'image que l'enfant a de lui. Et plus je vais insister sur cette image, plus l'enfant agira en fonction de l'image que j'ai de lui. Et c'est valable dans le positif comme dans le négatif. Traduction, si un enfant, j'ai systématiquement tendance à lui dire « t'es un paresseux, t'es un paresseux, t'es un paresseux », il finira par acquiescer à cette image de lui qui est basée à partir d'une réalité, qui est paresseux. Et il va tellement se figurer cette image d'être un être paresseux qu'il ne pourra pas agir autrement qu'en tant que paresseux. J'ai une illustration qui est donnée par Rav Jacobson qui est exceptionnelle. Elle raconte qu'il y avait un jour une jeune fille qui a voulu faire une surprise à sa maman. C'était l'anniversaire de sa maman, elle est allée au boulot comme toujours. Et elle s'est dit, voilà, maman est partie, moi je suis en vacances. Elle va revenir, j'ai envie de faire le kiff de son anniversaire, je lui fais la maison intégrale. Vu que lorsqu'elle revienne, elle va devoir se taper la maison, je fais tout. Donc elle est là, sa mère part, super, elle enfile un tablier. Puis elle rentre dans la maison comme ça. Elle est dans la maison, elle va dire, oh, attends 2 secondes. Le salon, le séjour, la cuisine, les chambres des enfants, les chambres des parents, oh, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Donc elle se dit, c'est pas grave, je fais salon et cuisine. Et les chambres des enfants, ils ont qu'à se débrouiller, c'est pas à moi à le faire. Bon. Elle dit, c'est pas grave, salon et cuisine. Elle arrive, elle voit le salon. 50, 60 mètres carrés. Je ressens. J'y arriverai jamais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh, c'est pas grave, je fais la cuisine. Elle arrive dans la cuisine, mais nickel chrome. Elle rentre dans la cuisine, elle dit, oh non, pas possible. Vaisselle de lait, vaisselle de viande, les bols de cornflakes, ça regarde, j'y arriverai. Au bout du compte, elle n'a rien fait. Non pas, faites attention, non pas parce qu'en fait elle n'avait pas envie de donner, elle avait envie de donner, mais à chaque fois qu'elle avait une initiative, elle se sentait bloquée par un refrain qui s'appelle « j'y arriverai jamais ». Et d'où ça vient? Sa maman est une femme extrêmement maniaque au niveau de la propreté. C'est ce type de personnes qui, lorsqu'ils font la cuisine, ils vont prendre un torchon pour essuyer les gouttes de l'évier. T'arrives, t'as l'impression que t'es dans une location. Ouais, il y a des gens comme ça, ouais, ça existe. Ouais, vous connaissez ce truc ou pas? Ils essuient les gouttes, c'est un truc de fou, j'ai connu une femme comme ça. Après une réception à 3h du matin, elle prend le truc, le torchon avec lui. C'est incroyable, ouais. Maintenant, la mère super perfectionniste, elle a le droit, c'est pas une critique. La fille beaucoup plus dilettante, beaucoup plus détente. Et à chaque fois que sa mère lui demandait de faire quelque chose, ouais, c'était jamais ça. Mais non, mais c'est pas, tu vas jamais jusqu'au bout, mais c'est pas comme ça, c'est non-stop. Elle a tellement entendu ça, qu'au moment où elle se met en marche de façon spontanée, c'est magnifique et c'est pur, elle ne peut pas échapper au verdict de sa mère qui lui dit c'est jamais ça, c'est jamais bien, c'est jamais bien. Et donc ça lui a sapé toute son énergie positive pour avancer. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation négative. Il faut s'efforcer le plus possible, dire avec Hofson, dans la négative, de toujours dire ça me déçoit de toi, l'acte que tu as fait n'est pas de toi. Ça veut dire c'est jamais son être qui est en danger, qui est stigmatisé, c'est ce qui émane de toi,
ça te ressemble pas, c'est pas toi. Inversement, dans la dimension positive, tu es gentil, tu es fiable, tu es balèze, tu es si. Ça veut dire, et plus je vais verbaliser la qualité de l'autre, plus il va agir en fonction de ça. Et je donnais l'exemple tout à l'heure dans la négative. Plus je soupçonne un enfant de voler ou de mentir, plus je vais le rendre menteur ou le rendre voleur. Est-ce que ça veut dire que c'est pas possible de s'en libérer d'une stigmatisation? Comment? Est-ce que c'est Il y a une possibilité, mais c'est du boulot. C'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. Mais on ne peut pas échapper parce que les premiers architectes de notre personnalité sont nos parents. Ouais. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant. Vous connaissez, comment dire, les thunes? Il y a des thunes ici dans la salle ou pas? Il n'y a pas de thunes? Moitié, ouais. Maintenant, vous savez comment on les surnomme à Paris? Les Black & Decker. Parce qu'ils percent partout. Les plus grands professeurs de médecine, les plus grands financiers, les plus grands... Le top, ouais, mieux que les Marocains et les Algériens, les thunes. Vous savez pourquoi? Parce qu'un thune, il a une mère thune. Et une mère thune, elle passe son temps à dire à son fils, tu es meilleur, tu es capable, tu es plus fort. C'est ça. C'est bête ça. Cette stigmatisation positive permanente fait que l'individu y croit. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est les premières à avoir inventé le concept de coaching. Elles coachent leurs enfants. Ouais, elles coachent leurs enfants. Ouais. Donc ça, c'est le point essentiel. Kalana Avachasuda, c'est un tuteur. Tu es par définition, tu as des actes fantastiques, et tu as des... Donc c'est ça que dit ici Beth Hillel. Si je dis que c'est ça que dit Beth Hillel, ouais, et attention, Beth Hillel a une subtilité, on ne donne que des qualités qui sont en potentiel, pas des états. On ne mentionne pas la beauté physique, parce que ça, t'as pas choisi. On ne mentionne pas de l'intelligence, dit Beth Hillel, c'est subtil. Tu ne parles d'un trait de caractère que si c'est quelque chose qui est le fruit d'un travail. La beauté n'est pas un travail. L'intelligence n'est pas un travail non plus. Donc, tu ne mentionneras que des choses qui sont des chantiers de travail. Ça, c'est donc l'approche de Beth Hillel. Donc maintenant, regardez, petite parenthèse, je fais une petite pause. On est là à Beth Shammai qu'on croyait être capable d'évoquer un défaut, pas du tout. Il fait du coaching sur quelque chose de vrai. On pensait à Beth Hillel qui s'occupait de la dimension physique, pas du tout. Beth Hillel s'occupe d'un coaching par rapport à une dimension morale qui s'appelle la gentillesse. Et on va exagérer là-dessus parce que ça va jouer le rôle, non pas d'une prise de conscience d'un état, mais une prise de conscience d'une possibilité dynamique. Ouais ou pas? On est clair jusque-là ou pas? Ce qui gêne Beth Hillel, comment? Ce qui gêne Beth Hillel, c'est que dans cette interprétation-là, Beth Shammai donne quelque chose de spécifique à la personne. Et du coup, elle peut prendre. Est-ce qu'il y a un problème qu'elle le prenne mal? Parce que ils vont dire pourquoi à l'autre tu as dit ça et Alors, ce qui gêne Beth Hillel chez Beth Shammai, c'est que c'est magnifique de faire l'état des qualités. Mais si tu demandes à une personne, dis-moi, il a une bonne situation, et tu réponds, il est très gentil. Mentionner une qualité, c'est d'une certaine façon de dire qu'il n'a pas l'autre. Et donc les Chénives expliquent que Beth Hillel est gêné par l'idée de sélectionner les pôles d'excellence, parce que qui dit ce pôle d'excellence dit forcément qu'il n'a pas l'autre. Et donc, Beth Hillel préfère une formule magique, un slogan, Kalana Avachasuda, parce que n'importe quelle personne peut s'y retrouver en potentiel. Et donc, en uniformisant, si vous voulez, toutes les calottes du peuple juif, d'une certaine façon, on joue ce rôle de, comment dire, de coaching. Quand Beth Shammai, il disait telle qu'elle est. Ouais. Il voulait dire, par exemple, chercher des pôles d'excellence, etc. Donc il voulait pas dire ça comme un slogan. Le slogan, c'était pas comme elle est. Tel que c'est pas d'excellence. Oui, il va pas dire telle qu'elle est. Ah non, non. C'est pas un slogan. Ah non, 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 voilà, c'est pas ça que exactement. D'accord, donc pourquoi pour l'autre, ce serait un slogan? Non. Ça. Parce que Kalakemochi, ça veut dire que tu attrapes des points. Des points d'elle, d'accord? Tel quel, pas plus que ça. D'après, comment dire, d'après Beth Hillel, tu dois dire les mots Na'ava Chasuda. Tu dois prononcer la terminologie Na'ava Chasuda. Beth Shammai Kemochi, ça veut dire attrape des points. D'accord? C'est tel quel dans la première lecture de Beth Shammai. 3 lectures de Beth Shammai. Ouais. Pas Kala en termes de noblesse, ni Kala en termes de fin d'une vie, enfin de début d'une nouvelle vie. Kala dans une dimension, comment dire, de première dimension, c'est-à-dire la Kala, elle a des pôles d'excellence, un peu c'est tout. Ouais.
Et Beth Hillel dit non, les pôles d'excellence qui m'intéressent, ce sont ceux qui vont avoir une marge d'évolution colossale. Sur la ponctualité, tu n'auras pas forcément une marge d'évolution, mais par contre, dire qu'elle fait des choses bien et qu'elle respire la gentillesse, là, il y a une marge chez tout individu qui peut avancer. Donc, on joue le rôle du coaching par rapport à ça, donc c'est ça le point de divergence. Donc, je répète, on est venu extrêmement affiner la divergence entre les deux. Sarah, Juste, on coach qui en fait? on coach le mari par rapport... Mari. On coach le mari. C'est depuis le début, c'est un coaching du mari. Elle n'a pas besoin de coacher la femme. Dans ce sens, elle a beaucoup plus de confiance. C'est-à-dire, on Maintenant, parle du mari, on pas parle le du mari. mari, pas la femme. Qu'est-ce que Barakdin? Kalana Barakdin, on lui dit pas elle. On lui dit à lui. On rassure. C'est ça l'image. Lorsqu'on est allé acheter un... ouais. Donc, on a besoin de lui dire, mais tu sais quoi? C'est un top. Et plus il se dit c'est un top, plus il regardera la dimension positive, il l'appellera en fonction de ça. Tout est une question de verbalisation. Le secret du couple, c'est la verbalisation. On va tout de suite connaître la femme. Imagine, du côté du marié, ils sont mariés après 6 rencontres, on ne connaît pas du tout la nana, on la découvre avant la fin. Ok. Alors tu connais pas. Ok, tu connais pas. Maintenant, tu as pu entendre parler. Ah oui, je connais la famille, c'est une famille super. Tu le dis ça. Tu le dis ça. Ben, tu le dis. Ouais. Ça veut dire que je connais par exemple une personne qui avait donc pas mal de doutes parce qu'il y avait pas mal de tensions au niveau du mariage. C'est vraiment un truc que je connais. Et c'est classique, il y a des tensions, les beaux-parents, les parents, parce que c'est des univers différents, des cultures différentes. Et comment dire, le khatan avait été particulièrement rassuré, alors qu'il y avait une tension très très palpable entre les deux familles, rassuré par sa propre mère qui lui a dit, regarde, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres, ça veut dire qu'il y a eu certaines tensions, mais elle avait dit donc à son fils, regarde le nombre d'amis qui sont venus pour le mariage. C'est-à-dire, regarde le nombre d'amis que la belle famille a, c'est révélateur que ce sont des gens bien. Avoir tellement de manifestations à mariage, ouais, pas parce que c'était pas un mariage quinquandéen, c'est révélateur que les personnes sont des gens bien parce qu'il y a des gens qui comptent pour eux. Donc ça veut dire que cette information au khatan est quelque chose qui est fondamental. Même s'il y a eu des réactions qui étaient un petit peu délicates, c'est des gens par définition bien. Donc tu vois, ça c'est ce qu'on appelle être capable de rassurer le khatan. Tu donnes des éléments qui sont des éléments vrais, c'est pas du superlatif, c'est pas de l'invention, et c'est ça qui va être pour toi une forme de sécurité. Qui plus est, être utilisatif de verbalisation, vous êtes comme ça et donc on peut avancer par rapport à ça. Il y a une dynamique qui se met en place. Ça c'est donc le point entre Beth Shammai et Beth Hillel. Maintenant, je continue, on va attraper les attaques. Une fois qu'on a affiné la divergence d'opinion, on peut attaquer l'attaque. Arrive notre Beth Shammai, il dit, mais je comprends, il y a un impératif de vérité, c'est quoi ce délire? Tu vas dire sur n'importe quelle fille, imagine si elle est aveugle, imagine elle est estropiée, tu vas dire qu'elle est belle et gracieuse, ça n'a aucun sens, c'est-à-dire, attention, Beth Hillel n'a jamais dit qu'on parlait de la beauté. Donc qu'est-ce que lui demande Beth Shammai maintenant? Vous comprenez le problème ou pas? Ben, toi qui es habitué au Talmud. Une fois qu'on a enfermé Beth Hillel en disant que Beth Hillel ne parlait pas d'une dimension esthétique, mais d'une dimension morale. Elle est belle et gracieuse, belle dans ses actes, belle, gracieuse, elle respire la bonté. Donc il n'a jamais évoqué, au grand jamais, une quelconque dimension physique. Donc qu'est-ce que tu m'amènes l'histoire de l'aveugle? Réponse. Vous comprenez le problème ou pas? C'est pas une façon d'attaquer si on a dit que Beth Hillel parlait d'une dimension morale. Réponse. Certes, tu parles d'une dimension morale, mais lorsque tu dis belle et gracieuse, la première chose auquel on pense, c'est la dimension physique. Et ça ne pourra pas calquer avec une aveugle lorsque c'est pas ça. Mais en même temps, c'est le jour de son mariage, donc si elle est pas belle ce jour-là. Non mais. Ok, mais s'il l'a choisi, si elle a choisi et qu'elle n'est pas belle, c'est que pour lui ça compte pas. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'il a réussi à passer. Donc maintenant, regardez un petit peu comment Beth Shammai est sensible au vrai. Ton propos de beauté, belle et gracieuse, est équivoque, dit Beth Shammai et Beth Hillel. Or, la Torah te demande d'échapper à l'équivoque. Ça, c'est la position de Beth Shammai. Entendu, il y a un impératif de vérité absolue. Réponse de Beth Hillel. Mais je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi cette sorte de vérité absolue? Tu es en train d'apprendre le verset Midavar chez Katichak. Tu devras t'éloigner un quelconque mensonge. Et toi, Beth Shammai, tu entends là-dedans non seulement pas mentir, mais qui plus est tout ce qui est dans la périphérie du mensonge est interdit. Mais moi, dit Beth Hillel, c'est un sous-entendu. Mais j'apprends exactement l'inverse du même verset, c'est-à-dire, le verset tu dis, tu t'éloigneras du mensonge, c'est-à-dire, la Torah ne te dit pas de ne pas mentir parce que c'est impossible, mais la Torah te demande de faire le maximum pour éviter de mentir.
Et ça veut dire quoi? C'est faire le maximum pour éviter de mentir. Alors, il y a parfois une contradiction entre l'impératif de vérité absolue, qui est poursuivi par la Torah, et l'impératif de ce qui s'appelle la gestion de l'humain, la gestion du shalom. Et lorsqu'il y a contradiction entre les deux, on a vu que la Torah... La sota. Alors pas que, avant ça. Rappelez-vous, je vous ai amené donc ce passage. Ouais. Un passage tout à fait intéressant qu'on va étudier ensemble. Regardez donc les versets 12 et 13. Le passage est le suivant. Abraham, enfin Sarah, est visitée par Akadosh Baruch Hu qui lui dit, l'année prochaine, même jour, même heure, même date, où le Sarah aura un enfant. Réaction de Sarah, verset numéro 12. Sarah rit en elle-même et elle dit la chose suivante. Achare beloti aetali adna, je ne comprends pas. Après mon flétrissement, traduction ménopause, aetali adna, je vais avoir une nouvelle floraison. Pas possible, elle a 89 ans. Et elle rajoute, va donner Zaken, et mon mari, il est vieux. Donc ça ne peut pas tenir, ça ne le fera pas, comme on dit. Ça ne le fera pas. À ce moment-là, verset numéro 13, nous dit le texte de la Torah. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi ça... Ok, alors c'est une question qu'on pose sur le verset. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le comparatif. Verset numéro 12, verset numéro 13. Il reprend quand il dit Dieu, mais elle a pas dit ça. Ok, très juste. Il déforme. Il y a une déformation de l'argumentaire de Sarah dans la bouche du bon Dieu. Je m'explique. Sarah, elle dit, ça ne le fera pas, pourquoi? Son âge. C'est tout? Son époux est... Elle est vieille, et lui c'est un vieux croton. Voilà, donc ça ne se fera pas. Ça c'est ce qu'elle dit. Adonizakel, mon fils, mon mari, il est vieux. Que dit Hachem à Abraham? Qu'elle se les vieille. Qu'elle se lève vieille. De là, d'accord ou pas? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Je annonce une super nouvelle, elle me dit qu'elle ne pourra pas parce qu'elle est trop vieille. Mais il n'a pas rajouté, et toi aussi tu es trop vieux. Pourquoi? Rachi explique, parce que il ne voulait pas créer une sorte de tension dans le ménage, que Abraham entende que son épouse dit sur lui que c'est un vieux crouton. Ouais. Maintenant, faites bien attention. C'est subtil. Et c'est subtil et ça s'adresse à quel type de personnes? À des personnes qui ont 89 ans et 99 ans. C'est pas un couple qui démarre. A priori, le couple de Sarah et Abraham est relativement stable. Et malgré cette stabilité du couple, puissance du couple, Akadosh Baruch Hu prend soin de ne même pas froisser un iota Abraham. De là, on apprend que le shalom, on a le droit d'omettre pour le shalom, on a le droit de camoufler les choses. Je donne un deuxième exemple dans ce parachat de Shalom Bayit, qui concerne le même épisode. Dans le même épisode, Abraham va recevoir des anges qui sont déguisés en arabe, parachat de Vayera. Il va leur faire un festin incroyable. Et à un moment, ces anges disent la chose suivante. Ils disent à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha, où est ta femme? Maintenant, c'est des anges. Et des anges, ils ont des yeux comme des lasers. Réponse de Abraham, elle est juste, à l'entrée de la porte de la tente. Et sous-entendu, elle n'a pas voulu rentrer parce qu'elle ne voulait pas trop s'immiscer dans une, cette forme de retenue qui fait qu'elle a voulu rester en retrait. Maintenant, puisqu'il s'agit d'anges qui savent très bien qu'elle est derrière la porte, vous pouvez poser la question. Ils connaissent la réponse. C'est très bien où elle est. Il n'y a pas un sens sur le mot pour dire Non. où. Non. Aïe, ça va, je t'ai rawalé. Pour qu'il parle d'elle, pour qu'il Dit Rashi, pour qu'il prenne conscience la classe de son épouse et sa faculté à avoir cette retenue. C'est-à-dire que juste pour les chavev al-Ba'ala, pour la rendre encore plus, pour qu'elle soit encore plus chérie aux yeux de son mari. Maintenant, ce qui est génial, c'est que c'est pas un jeune couple, c'est un vieux couple. Et un vieux couple, il a encore besoin, entre guillemets, d'alimenter ça. C'est pas qu'entre guillemets. La dynamique du couple, c'est la faculté à systématiquement verbaliser la qualité de l'autre. On apprend ça chez Avraham Avinu. C'est quand même cocasse de voir qu'un couple aussi vieux continue cette même dynamique parce qu'en fait, la vie n'est jamais un état, mais un devenir. Ça, c'est ce qui se passe ici.
Ça rappelle étrangement une blague de Coluche. Excusez-moi, je vous la donne Un jour, il y a un bonhomme de 102 ans qui débarque avec sa femme de 98 ans à la mairie annexe. Ils arrivent là-bas et disent, qu'est-ce qui se passe? Oh, on voudrait voir le maire. Ils arrivent, le maire arrive. Vous voulez pourquoi? Il dit, on voudrait divorcer. Oh, mais monsieur, vous êtes vieux, vous avez quel âge? 102 ans, 98 ans, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, j'en peux plus, elle est insupportable. Ah, mais c'est lui qui est insupportable, il commence à mettre sa canne sur un truc. Bon, les gars, calmez-vous, calmez-vous. Waouh, calmez-vous, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on dit, vous êtes mariés depuis combien de temps? Bah, je me suis marié à 20 ans, elle avait 18 ans. Waouh, 80 ans de mariage? Alors pourquoi vous... Qu'est-ce qui se passe? Dérapage au dernier moment? Ah non, pas du tout, pas de dérapage. Depuis qu'on s'est mariés, c'est la catastrophe. Elle est insupportable. Mais non, c'est lui qui est insupportable. C'est la grande scène de ménage. Bon, ok, je vais vous divorcer, il n'y a pas de souci, on va faire l'acte. J'ai quand même une question à vous poser, c'est quand même 80 ans de mariage, mais si vous vous disputez depuis le début, pourquoi vous ne vous êtes pas divorcé plus tôt? Bah écoutez, on attendait que les enfants y meurent. C'est Coluche. Bref, donc... Bref, ça me rappelle un petit peu, comment dire, cette histoire. Abraham, il est vieux! Et malgré ça, il y a une dynamique permanente du couple qui s'appelle « Et j'ai une prise de conscience et je verbalise la qualité de l'autre. » Deuxième chose. Et deuxième chose, je ne froisse pas l'autre. Ouais. Même si c'est du vrai. On a ici donc deux exemples d'Akadosh Baruch Hu lui-même et des anges et d'Akadosh Baruch Hu dans sa façon de pouvoir prendre en compte le facteur humain. C'est ça que veut faire Beth Hillel, cette faculté de faire du cas par cas. On a un deuxième exemple biblique dans l'attitude d'Aaron. Aaron, on dit qu'il était Oev Shalom Verodef Shalom. Il aime la vérité, la paix, et il a poursuivi la paix. Comment il poursuivait la paix? Lorsqu'il y avait Réhouven et Shimon qui s'étaient déchirés la figure. Ouais. Alors, il allait voir Réhouven, il allait dire, voilà, tu sais quoi, j'ai parlé avec Shimon, tu ne peux pas savoir comment ils sont en feu. Il fait des nuits blanches, une après l'autre, tellement il ne sait plus où se mettre de t'avoir froissé comme ça en public. Ah bon, c'est intéressant. C'est faux. Shimon tient tête, il dit, j'ai très bien fait, il méritait cette bouche à bérabim, cette honte en public. Ouais. Bon. Aaron va pipoter Réhouven en disant, tu sais quoi, ils sont en veilleur. Shimon, il va dire, tu sais quoi, tu t'es déchaîné les compagnies, c'est vrai que c'est pas très joli, mais je te promets, ça l'a fait du bien. Ouais, Réhouven, il a même reconnu qu'il ne méritait pas en public comme ça, mais d'une certaine façon, comment dire, il entend un petit peu ce que tu as fait. Il racontait que des pipeaux. L'autre était encore super énervé, qu'est-ce qu'il m'a fait, on ne fait jamais ça, bref. Du coup, les deux, leur potentiel d'énervement a baissé. Le jour où ils se rencontraient, ils s'embrassaient. C'est-à-dire que, de façon claire, Aaron orchestrait un mensonge. Pourquoi pour un shalom? C'est-à-dire, c'est ça la position de Beth Hillel. Il y a une notion de vérité absolue qui est défendue par Beth Shammai, mais qui est tout simplement impraticable. Pourquoi impraticable? Parce que d'une certaine façon, cette vérité absolue va faire jaillir quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire, c'est quoi la vérité? Et on apprend ici un principe de la vérité. La vérité n'est pas tout dire ou ne rien dire. La vérité est ce que Hachem attend d'une situation. Hachem attend une situation de shalom entre les individus. Et cette situation de shalom, d'une certaine façon, elle est plus importante que la vérité, ou bien c'est ça la vérité. C'est ça qui se trame ici. Je vous donne plusieurs exemples pour comprendre ce débouché de la Gemara par rapport à cette divergence d'opinion. Beth Shammai et Beth Hillel. La Gemara dit qu'il faut s'apesantir, il faut essayer de s'arranger à créer une union entre les individus. Imuravim, qu'on soit responsable de l'autre, qu'on soit dans une... Arev en hébreu veut dire, agréable et veut dire aussi mélange. On a un impératif d'être mélangé avec les individus, un facteur humain à prendre en compte. Et ce facteur humain en question t'exige de faire d'une certaine façon quelques entorses. Je donne plusieurs exemples d'entorses de grands maîtres. Il y avait un grand rabbin qui s'appelait le rabbi de Kotz, qui était connu pour ses positions très tranchées dans cette recherche de vérité. Et lui-même disait que rire à une blague que l'on connaît déjà est un acte de générosité. Tu racontes une blague, quelqu'un vient te raconter une blague. Ah non, c'est bon, je la connais, tu as rompu le lien qu'il voulait créer avec toi. Être capable de rire à cette blague, c'est quelque chose de génial, il y a quelque chose de généreux là-dedans. Le Rav Elchanan Spector, je raconte deux histoires pour conclure. Le Rav Elchanan Spector,
qui était un grand maître du fin 19e, début du 20e. On raconte sur lui que il était dans une yeshiva, maître de la yeshiva, et il y avait un des élèves de la yeshiva qui avait été incorporé dans l'armée russe, et c'était un énorme danger au niveau judaïsme, au niveau cacheroute, au niveau Shabbat, à plein de niveaux, et ils avaient fait des pieds et des mains pour essayer de le faire réformer. Et donc ils avaient fait des prières, énormément de prières, ils avaient essayé du piston, bref. Et voilà qu'un jour, il y a un Bahou Yeshiva, un des étudiants de la Yeshiva, qui monte dans le bureau du Yeshiva et dit « Rav, il rentre comme ça sans taper à la porte. Rav, vous connaissez pas la nouvelle? Moshe a été réformé. » Et le Rav, il bondit, il dit « Mais c'est exceptionnel, viens ici. Amène à votre cœur, on va prendre les Chaïm. Ils font les Chaïm, ils chantent, ils dansent, c'est magnifique. Il est sauvé, Moshe. » 5 minutes après, la nouvelle commence à se répandre. Il y a un autre baron qui rentre, il explose, il dit « Rav, vous savez pas quoi? Moshe a été libéré. » Réaction de l'inspecteur. « Waouh, je te crois pas, c'est pas possible, viens ici, amène la vodka, on va prendre à traquer, vas-y, les Chaïm, les Chaïm. » Et le scénario s'est reproduit 10 fois dans la yeshiva. Il a donné à chacun des élèves... Comment il a fini la bouteille. Il a donné à chacun des élèves... Ouais, en fait c'était une fausse bouteille, tout était faux. Même la bouteille était fausse, c'était de l'eau. Il a donné à chacun des élèves le sentiment de la primeur, le sentiment du scoop. Ça, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, mentir. Ouais, camoufler les choses pour procurer du bien-être, parce que l'enjeu n'est pas une vérité absolue, l'enjeu est la faculté de créer une vérité qui va permettre d'avancer dans la vie. Deuxième histoire par rapport au même Rav, un jour il reçoit une lettre d'une question halakhique d'une communauté lointaine. Cette lettre, il devait répondre en tant que grand décisionnaire. Et il regarde la question qui a été posée, il dit c'est quand même bizarre, c'est une question relativement triviale, je suis quand même étonné que le Rav de la ville n'a pas répondu directement à ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et d'un coup, il se rappelle qu'il y avait une tension entre le rabbin et la ville, quelques temps avant, et il se dit, waouh, à mon avis, ça c'est une sorte de lettre piège, dans laquelle je vais donner la réponse, et grâce à ma réponse, ils vont mettre à mal le rabbin. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par donner une réponse qui était fausse, et il a fait faire suivre sa lettre immédiatement par une correction de la faute, de façon à faire croire que le sujet était un sujet complexe, dans lequel lui-même s'est fourvoyé. Donc il a à la fois évité l'embûche en répondant comme il faut, puisque ça a été tout de suite suivi d'une lettre, et en même temps, il a réussi à réparer le kavod, éviter donc qu'il y ait une sorte de levée de bouclier contre le Rav. Ça, c'est ce qui s'est tramé, comment dire, au niveau donc de la... Il y a ici donc plusieurs points, si je fais le bilan de ce qu'on a vu, qu'on attrape à la fois de Beth Shammai et Beth Hillel. L'enjeu n'est pas de savoir qui a raison, en fait les deux développent une attitude dans la relation humaine qui est exceptionnelle. Le concept de... On peut attraper de chacun des deux protagonistes des choses exceptionnelles. Il y a la dimension anti-fantasme de Beth Shammai, savoir exactement les ingrédients avec lesquels tu vas travailler. Et plus tu as cette lucidité, plus tu te dis, voilà, ce que Hachem m'a donné, c'est ça, et avec ça, je vais avancer, c'est ma boîte à outils. Et avec ces outils, je peux avancer, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il y a dans cette faculté de coller une étiquette de Nahava Hasouda à toutes les calottes du monde, cette lecture coach pour chacun des individus. Tu peux toujours améliorer tes actes, tu peux toujours respirer la bonté. Deuxième aspect. Troisième aspect qu'on attrape ici, il y a en permanence, et c'est extrêmement dur à trouver, un arbitrage à faire qui s'appelle comment je peux essayer de solutionner une situation dans laquelle je m'interroge qu'est-ce que le bon Dieu il veut ici? Qu'est-ce qu'il attend effectivement? Il est possible qu'à ce moment-là, même si je fais une petite contorsion par rapport à la vérité, encore une fois, ce n'est pas la fin qui est justifiée, mais il y a un impératif de shalom, pas toujours, mais en l'occurrence, alors là, ça vaut le coup de la jouer comme Aaron, et donc chaque situation est du cas par cas, et c'est ce vers quoi la Torah, enfin la Gemara débouche, que systématiquement nous ayons cette responsabilité de l'autre, la prise de conscience que on doit vivre quelque chose de Arev. Arev, c'est la responsable, mais Arev veut dire aussi agréable. On doit créer un climat agréable dans les relations. Voilà un petit peu ce que l'on peut attraper par rapport à ce texte. Je m'arrête là, s'il y a des questions, n'hésitez pas.